Mais ce moment dans le tunnel, dans le noir, tous ensemble à entonner la Marseillaise, je crois que c'est vraiment le moment qui me donnera des frissons toute ma vie, parce qu'on est loin du terrain, mais par contre, on est tous ensemble en train de chanter notre hymne. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle du premier vainqueur français du bouclier de Brennus à être devenu athlète olympique. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Pendant son enfance dans le Lot, mon invité rêve d'agriculture et de grands espaces. C'est à Tournon d'Agenais que son père, également joueur, lui met le pied à l'étrier. Durant sa scolarité, il quitte sa région et intègre le centre de formation du Stade Toulousain. Barré par la concurrence à son poste, c'est à Narbonne qu'il signe son premier contrat pro et qu'il connaîtra ses sélections avec le 15 de France. Il s'engage par la suite avec l'USAP et est un acteur majeur du titre de 2009. Suite à son aventure catalane, il décide de se consacrer au rugby à 7 et dispute notamment les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Aujourd'hui team manager des équipes de France de rugby à 7, mon invité s'éclate également en tant que consultant rugby à la télé. Vous l'aurez compris, j'ai rencontré Julien Candelon. Malgré un super parcours en jeune, Julien n'était absolument pas programmé pour devenir joueur professionnel. D'ailleurs, il garde un regard émerveillé sur ses réussites et vit chaque nouvelle opportunité comme une chance. J'ai passé un très agréable moment en sa compagnie et j'ai beaucoup aimé sa façon d'être. C'est vrai que Julien n'a pas toujours été épargné par la vie, mais il tire le positif de chacune des épreuves qu'il a eu à traverser. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Julien. Bonjour. Comment vas-tu ? Mais ça va, avec un beau soleil, il n'en faut pas plus. Tu me reçois à Saint-Lary, où tu es en stage avec l'équipe de France A7. On est sur la terrasse de l'hôtel, là. C'est au poil, on entendra sans doute quelques petits bruits, mais c'est normal. Tout le monde connaît Julien Candelon, l'ailier qui avait de la foudre dans les jambes, qui a été champion de France avec l'USAP à 15, qui a également été international à 15 puis à 7, qui est athlète olympique, consultant télé. Tu as plein de cordes à ton arc, mais moi, ce que j'aimerais savoir, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de quoi rêvait le petit Julien. Alors, ça va peut-être surprendre, mais en fait, quand j'étais gamin, déjà, ce que je rêvais, c'était d'avoir la liberté de courir sur des terrains, un ballon à la main ou pas d'ailleurs, courir avec les copains. Et je rêvais finalement d'une vie agricole, une vie en campagne. En tout cas, mon enfance était bercée par aller chez le voisin agriculteur, le suivre dans ses champs et pourquoi pas prendre le volant quand j'en avais l'occasion. Donc voilà, quand j'étais gamin, j'étais vraiment un enfant un peu sauvage qui avait du mal à rentrer à la maison et qui était partout en vadrouille avec un vélo et à braver certains interdits, notamment le couvre-feu. D'accord, ouais, il te fallait de l'air, quoi. Ouais, ben c'est sûrement ce après quoi j'ai couru toute ma vie. T'as grandi du côté d'Agen ? Ouais, alors mes parents habitent entre Agen et Cahors, à la limite entre le Lot et Garonne, le Tarn et Garonne, dans un petit village qui s'appelle Sérignac, donc c'est dans le Lot, natif d'Agen, mais juste le temps de l'accouchement. Et donc j'ai grandi dans ce village de Sérignac, non loin de mon premier club où j'ai débuté le rugby, Tournon d'Agenais. D'accord. Comment t'es tombé dans le rugby, justement ? Mais il se trouve que mon père joue au rugby depuis le plus jeune âge et
Et quand je suis né, il jouait encore, il entraînait, donc je le suivais sur les bords de terrain. Et mon frère aîné, qui a 17 mois de plus que moi, jouait également. On était une bande de copains à l'école primaire du village qui aimions le rugby, qui, après chaque match du tournoi des 5 nations, je précise bien 5 nations, partions sur le terrain de foot du village pour refaire toutes les actions à 3 contre 3 sur un terrain de foot. Autant dire qu'on a travaillé la VMA très tôt. Mais voilà, c'est bercé dans une famille sportive, puisque même ma mère faisait du basket puis du handball, et ma sœur aussi. Donc voilà, bercé dans le milieu du sport et orienté vers le rugby par un père, un frère et surtout des copains. Des copains dont le père de deux copains était éducateur, et je crois que c'est lui qui a fini d'ancrer la passion, parce que ça a été un formidable éducateur, un éducateur qui donne envie aux gamins que samedi arrive pour qu'on se retrouve. Ah, il paraît que c'est le plus important, ça, en plus. Hein. Ouais, je crois que c'est la fondation de la passion. L'éducateur qui peut ou vous enchanter ou vous dégoûter de pratiquer une activité ou même un loisir. C'est clair. T'as fait quel type d'études? Alors justement, mon amour des grands airs, m'a un peu fait trébucher au niveau scolaire, parce que disons que quand j'étais à l'école, je regardais plus souvent par la fenêtre que le tableau, et du coup j'ai fait un collège à Villeneuve-sur-Lot, un collège privé. Derrière, je suis parti en lycée agricole à Hauzeville, à Toulouse, où j'ai fait 2 secondes, parce que finalement la seconde c'est une bonne classe, du coup j'ai préféré la redoubler que ne pas y revenir. Sauf que derrière, on m'a fait comprendre que ça suffirait pas. Donc derrière, je suis parti, j'ai fait un BEP travaux paysagers en alternance. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans en alternance et 3 ans en entreprise, dans les travaux paysagers. Et j'ai pas poursuivi après le BEP, pour la simple et bonne raison que je m'entraînais tous les jours. À l'époque, j'étais au centre de formation du Stade Toulousain. Je m'entraînais de 1 à 2 fois par jour, et je trouvais pas d'entreprise qui me libère pour quitter les chantiers. Donc je me suis arrêté au BEP, et finalement je l'ai regretté, parce que sur le tard, je me suis remis à courir après quelque chose que je n'avais pas eu, c'est-à-dire un niveau d'études. C'est pour ça que en 2014, j'ai fait un DEGEPS avec la Fédération française de rugby, un diplôme d'entraîneur premier degré, et à l'issue de ma carrière, j'ai fait la formation de manager général de club sportif professionnel au CDES de Limoges, formation qui a été montée de toutes pièces par Jean-Pierre Caraquillo pour accompagner les sportifs de haut niveau dans leur après-carrière. Donc finalement, j'ai obtenu mon meilleur niveau d'études il y a 6 mois, quoi, donc à 40 ans presque. Écoute, il n'est jamais trop tard, la preuve. Mais c'est quand même un point qui revient régulièrement, ça, sur les échanges qu'on peut avoir, c'est qu'il est compliqué, quand on a un cursus professionnel au niveau du rugby, de mener un double projet comme ça tend à l'être de plus en plus aujourd'hui, quoi. Ouais, alors après, moi c'était ce qui a orienté mon choix de ne pas aller en bac pro, c'est que j'avais déjà le métier en poche. Ouais. Et je n'ai jamais cru que je serais un jour professionnel,
puisque le rugby est devenu vraiment professionnel dans les années 98-99. Il l'était un peu avant, en 96, mais il est venu, ça a commencé à être vraiment sérieux, considéré comme un métier assez tard. Et du coup, moi, j'avais jamais rêvé d'en faire mon métier, et même à 6 mois de le devenir. J'étais parti pour revenir dans les espaces verts pour partir à 100% dans les espaces verts et quitter le monde professionnel ou semi-professionnel. J'étais à l'époque au Stade Toulousain et j'avais pas de contrat pro en vue et du coup je m'orientais vers une vie paisible loin du rugby professionnel. C'est drôle ça, parce que donc comme tu l'expliques, tu as fait tes armes en partie à Toulouse, donc Crabos, Réchelle Espoir. Tu es champion Espoir. Et Crabos. Et j'ai l'impression que malgré ces titres, c'est pas forcément évident de sortir du stade. Ouais, c'est pas évident. Déjà parce qu'on n'a pas envie d'en partir. Moi, je serais bien resté. Le club me proposait de plus ou moins rester, mais après, il y a la lucidité. Cédric Emmans, Vincent Clerc, Michel Marfin, Émile Ntamak, Nicolas Jean-Jean Ozel. Ouais. On se dit, à part des secondes, c'est tout ce que tu peux espérer. Donc du coup, moi, je m'étais assez vite fait une raison parce que les joueurs qui jouaient à mon poste étaient à un niveau tellement élevé que j'étais pas invité. Donc oui, c'est vrai qu'on se dit que quand on est au Stade Toulousain, logiquement, on doit trouver un point de chute. Pour tout dire, Henri Broncan m'avait quand même passé un coup de fil pour venir à Auch. Étant donné que je m'étais fait un peu à l'idée que j'allais m'éloigner de ce haut niveau, j'étais plus orienté sur aller vers la Méditerranée, puisque mon épouse étant de Céré, finalement je voulais me rapprocher avec elle de cette région-là, donc c'est pour ça que j'avais pas donné suite. D'accord. Et tu arrives à te rapprocher quand même, vu que tu atterris à Narbonne. Alors là, c'est typiquement rugby, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un rebond qui est favorable, mais totalement inattendu, un coup de fil un matin, l'ailier phare de Narbonne quitte à la grande surprise Narbonne pour aller à Perpignan, et là Narbonne se retrouve sans ailier, perd son numéro 1, et du coup pour le remplacer cherche un numéro 4. D'accord. Un numéro 4 à petit budget, et c'est là que les relations que j'avais avec certains membres de l'équipe première du Stade Toulousain, Cédric Desbrosses, Émile Ntamak, Michel Marfin, Christian Labitte, Yann Delegue, en fait ça a été un peu mes porte-paroles, puisque ce sont eux qui ont fait savoir un peu partout autour d'eux que le club qui prendrait entre guillemets le risque de me signer ne se tromperait peut-être pas. Donc le coup de pouce de ces mecs-là qui ont une place particulière dans mon cœur, parce que ils me devaient rien, et ils l'ont fait de générosité, et c'est des mecs à qui je dois beaucoup aujourd'hui. Oui, c'est top, parce qu'en plus tu les as pas déçus pour le coup, parce que tu t'imposes rapidement à Narbonne. Ouais, mais c'est fou parce que je le dis des fois, une carrière pro, c'est quoi ? C'est avoir un potentiel, mais après il y a une grosse part de chance, parce que des mecs qui ont du potentiel, mais qui voient l'opportunité se présenter, il y en a pas des masses. Les opportunités, elles se présentent pas à tous, et en plus de ça, tous ne les saisissent pas. Moi j'ai eu la chance, mais vraiment
Moi, ce que je rêvais finalement, quand j'étais au Stade Toulousain Espoir, c'était d'avoir la chance d'être évalué sur les mêmes conditions de préparation que les autres. C'est-à-dire que moi, je partais le matin à 6h30, je bossais toute la journée jusqu'à 17h30, je portais des arbres, je faisais un travail physique et je m'entraînais le soir. Et ça se passait bien sportivement. Mais je me disais, si tu n'avais pas tout ça, est-ce que tu ne serais pas plus performant et du coup, je rêvais d'avoir l'occasion de me jauger à préparation égale. Et c'est vrai que quand Narbonne est arrivé, je me suis dit, une chance comme ça, faut la saisir. Et j'ai joué de chance encore parce que les joueurs qui étaient à mon poste, comme Grégory Tutard, ont été blessés un petit peu au début. Et du coup, ça a libéré des places. Et quand j'ai joué, j'ai eu un peu de réussite qui m'a permis de bien rentrer dans le bain et de bien attaquer l'aventure narbonnaise. Mmh. C'est drôle parce que bon, tu parles beaucoup de chance, mais tu te retrouves quand même international relativement rapidement. Donc ça, je pense pas que ce soit de la chance. Et tu marques 2 essais avec l'équipe de France à 15, j'entends bien. Tu es un des derniers internationaux de Narbonne. Je crois que je me demande s'il n'y a pas eu Lionel Mazard après. Ah, peut-être. Ouais, alors moi, ouais, c'est vrai que je parle beaucoup de chance parce que franchement, j'étais ouvrier paysagiste. En l'espace de quelques mois, je me retrouve joueur professionnel. En l'espace de quelques mois, je me retrouve aux portes de l'équipe de France et un an plus tard, finalement, j'y suis. Franchement, je pense vraiment que j'ai joué de chance, même si les performances sur le terrain étaient plutôt bonnes. Mais il y avait de tels monstres à mon poste. Aurélien Rougerie, Vincent Clerc, Christophe Dominici, Cédric Emmans. Enfin, pour moi, c'est des mecs que j'ai toujours regardés comme supérieurs. Donc, quand j'ai été appelé, je me suis dit... j'étais pas préparé. J'étais pas préparé du tout à vivre ça. C'est arrivé tellement vite. Et certes, ce que j'ai vécu, c'est un rêve éveillé parce que quand on est passionné de rugby, tout ça là, toute la carrière, l'équipe de France, moi j'ai toujours été un gamin qui regardait mes coéquipiers et mes adversaires avec des yeux des fois d'enfant. Donc me retrouver avec le 15 de France en Afrique du Sud face à une équipe qui 2 ans après est championne du monde, en Australie face à des Larkham, Gregan, des monstres. Honnêtement, j'avais l'impression que j'avais rien à faire ici. Ouais, mais tu leur plantes quand même un essai. Ouais, non mais moi mon sentiment. Après, si je fais mon autocritique. Oui, je marque 2 essais, mais je suis pas flamboyant. Je suis tellement stressé par la situation pour laquelle j'étais pas du tout préparé. Je pense que mes prestations elles sont pas extra, si ce n'est de finir les coups qu'on m'a donné l'opportunité de finir. Mais franchement, mon passage avec le 15 de France, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un truc qui m'arrivait comme ça, que j'avais pas du tout. Je sais même pas si j'en avais rêvé parce que ça paraissait tellement inaccessible. Et puis, même aujourd'hui, quand je regarde les mecs avec qui j'ai eu la chance de jouer en équipe de France, je me dis, mais t'as joué avec ces mecs ou t'as joué contre ces mecs. Même aujourd'hui, j'ai du mal à le réaliser. On réalise pas facilement le statut qu'on peut avoir, notamment quand on le vit et même quand, que l'on soit sur le terrain ou dans la vie. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, quoi. Un petit peu plus tard, donc en 2007, tu pars à l'USAP. L'USAP, où tu deviens champion de France en 2009. Tu es titu en finale. Comment ça se passe ce jour-là ? Mais déjà mon départ de Narbonne, il a été très très compliqué parce qu'il a
il a laissé une cicatrice qui a mis énormément de temps à se refermer partiellement parce qu'elle ne sera jamais refermée. C'est de partir de Narbonne l'année du centenaire et de ne pas laisser le club dans la division dans laquelle il était quand je suis arrivé. Ça, c'est un truc qui restera toujours une grosse blessure dans ma carrière, sûrement une des plus grosses. Et du coup, j'arrive à Perpignan. J'ai 6 mois extrêmement difficiles parce que du mal à me mettre à faire la bascule entre les deux clubs, entre ce que j'ai vécu sur mes 3 derniers mois en Narbonne et la frustration et la honte aussi. La honte d'avoir laissé le club dans cet état. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, qui me marque encore. Et du coup, quand je suis arrivé à Perpignan, ça a été dur. Ça a été dur jusqu'à du moment où je suis arrivé à avril. Ouais. Et avril, il y a eu un coup de chance parce que j'ai joué un match que j'aurais jamais dû jouer parce que tout était fait pour que le club me fasse partir. J'avais même signé un pré-contrat à Montauban parce que le club voulait plus de moi. Et je joue un match que j'aurais jamais dû jouer. Et ce match se passe bien et ça remet en cause le pré-contrat, ça remet en cause mon départ et tout ça. Et je me retrouve à jouer la demi-finale au Vélodrome contre Clermont, alors que j'étais presque dans les cartons pour partir à Montauban. Donc là, nouveau coup du sort, nouveau facteur chance. Je reste à l'USAP. Paul Gauze finalement arrête de me bassiner en me disant que l'herbe est plus verte ailleurs et ça me libère. Et l'année 2008-2009, je retrouve ma confiance, je suis dans un groupe avec des joueurs incroyables et mais oui, j'insiste là-dessus, il y a toujours cette part de chance qui fait que c'est toi ce jour-là, tu te retrouves à jouer les phases finales de top 14. Le Brennus, évidemment que en rêver, je sais même pas si j'en ai rêvé. Ce qui me fait rire, c'est que quand j'étais gamin, j'ouvrais le rugby magazine et je regardais les clubs et je comptais les Brennus. Tu sais, t'avais toujours le nombre de Brennus que dans le club avait gagné. Ouais, je m'en souviens. Et du coup, je me rappelle, je feuilletais le truc jusqu'à groupe A, groupe B. Tu comptais, tu disais, ça c'est un bon club, ils en ont 12, il n'y en a que 3. Et tu comptais ça, tu t'en rendais pas compte. Et du coup, tu rêvais. Enfin, moi, je rêvais même pas du Brennus parce que gamin, je rêvais pas parce que je savais. Enfin, j'avais jamais. Le rêve que j'avais, c'était de jouer dans l'équipe première de Tournon. En me disant que si mon père arrivait à tenir, on pourrait peut-être jouer un match ensemble. Mais du coup, ce qui se passe est incroyable. Que ça arrive dans ce club en plus, avec. Être joueur à Perpignan et vivre des phases finales, je pense que n'importe quel joueur dans le monde voudrait le vivre. Parce que les supporters de Perpignan, au moment des phases finales, c'est juste incroyable, inimaginable de passion, ils vont être 10 000, 8-10 000 toute l'année à Aimé Giral, peut-être un peu plus en fonction des matchs. Mais dès que tu attaques des phases finales, tu as des gens qui arrivent de partout, tu as des couleurs sang et or à perte de vue, et ça laisse des souvenirs. Quand tu arrives en bus dans un stade comme Gerland, comme le Vélodrome, même le Stade de France, malgré tous les tunnels qu'il y a pour accéder au terrain, quand tu vois tout ça, tu te dis putain, quelle passion, quel courage pour venir nous encourager, et c'est porteur d'une force incroyable. Donc du coup, ce titre 2009, c'est un souvenir qui est tatoué, imprégné, gravé viscéralement. Bien sûr, et quand je pense à toi, à l'USAP,
sur ton aile, je peux pas m'empêcher de penser à Farid Sid sur l'autre. Vous faisiez quasiment tout le temps la paire tous les deux. T'es encore en contact avec lui ? Alors on a un groupe WhatsApp avec quelques mecs où on échange de temps en temps. C'est vrai qu'avec Farid on a fait la paire un certain temps. Il y a eu Adrien Planté aussi à ce moment-là. Il y a eu juste avant l'année avant le titre, il y avait Federico Martin Aramburu, Christophe Manas qui est après devenu notre entraîneur. Du coup il y avait quand même de la concurrence au poste. C'est vrai que cette année-là, Christophe avait été un peu blessé, Adrien aussi, et on a enchaîné pas mal de matchs ensemble. Et du coup, c'est vrai que sur la fin de saison, cette année-là, on était tous les deux aux ailes, à des profils physiques pas trop différents, parce que c'était pas un grand joueur en taille, mais c'était plutôt une pile électrique. Après, je pense que pour tous ses adversaires, il valait mieux venir me péter dans la gueule à moi qu'à lui, parce que lui, à l'Impact, il avait cette puissance qui pouvait... Enfin, j'ai un souvenir du deuxième ligne de Bayonne, Rob Linde, qui arrive sur lui lancé pour le mettre... pour lui faire une roulade arrière, et l'autre il l'a stoppé net, il l'a renvoyé chez lui, il lui a marché dessus. Enfin, c'est chose que moi j'ai toujours été incapable de faire, soit parce que j'étais pas assez méchant, soit parce que je manquais de tonus. Mais en tout cas ouais, c'est vrai qu'avec Farid on a joué un paquet de matchs ensemble. Après, Farid, c'est un joueur qui est assez discret, qui cause moins que moi, en tout cas qui fait beaucoup moins de bruit dans un vestiaire que j'ai pu le faire. Donc du coup, on est en contact, mais comme c'est quelqu'un de pas très expansif, c'est toujours dans la retenue. D'accord. Bah, après tes années perpignanaises, tu passes à 7 ? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton passage de 15 à 7, sachant que quand tu y arrives en 2012, c'est pas encore ultra démocratisé ? Ouais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que, alors pour être assez transparent sans rentrer dans les détails, en 2011, j'ai vécu un drame familial qui m'a beaucoup impacté, et qui m'a impacté psychologiquement, et qui a impacté mon rugby aussi. Du coup, ma saison 2011-2012, elle est plus que moyenne. Je crois que je joue 8 matchs dans la saison. Et j'étais pas bien. Et puis le groupe, il y avait eu un changement d'entraîneur, tout ça ne vivait pas très bien. Et du coup, en plus de ça, j'ai pas pu avoir le soutien de mes coéquipiers, parce qu'il y avait un club à maintenir à son niveau. Donc j'ai eu une année très difficile, et je voulais changer avec mon épouse et ma fille. On voulait changer de vie, on voulait partir. Je voulais partir en Angleterre, pour tout dire, pour tenter de vivre autre chose. Et un jour, j'étais sur la route, j'ai Mylène Tamac au téléphone, qui me dit « Bon, tu en es où dans tes recherches ?» Je lui explique un petit peu. Il me dit « Mais tu veux changer de vie, pourquoi tu pars pas à 7 ?» Je lui dis parce que je veux quand même rester professionnel. Et il me dit mais la fédération met en place depuis l'année dernière des contrats professionnels, et il y a des objectifs à court, moyen et long terme qui pourraient peut-être t'intéresser. Je dis écoute, moi j'avais vécu une expérience en 2006 avec Paris et Londres, avec Thierry Janezek, qui m'avait marqué positivement, et je lui ai dit pourquoi pas. Donc il me dit j'appelle Jean-Claude Scrella et il t'appellera. Et je crois que dans l'heure qui a suivi, Jean-Claude m'appelle, il m'explique le projet, une qualif pour la Coupe du Monde, une Coupe du Monde, une qualif pour les JO, des JO. À 32 ans, je voulais changer de vie, je voulais de nouveaux objectifs, je voulais aussi me remettre en question, et je savais que la discipline était difficile, donc c'était un beau défi. Il m'a fallu à peu près 20 secondes avec mon épouse et ma fille, parce que on a toujours pris toutes les décisions ensemble,
pour dire oui. Et du coup, le changement de vie, c'était quitter le sud pour Paris. D'accord. Et après, voilà, tout s'est passé, quoi. J'ai eu la chance on a qualifié l'équipe de France pour la Coupe du Monde. On a joué la Coupe du Monde. On a qualifié la France pour les JO. On a fait les JO. Voilà, c'est ce pourquoi on était venu. Et du coup, c'est une super aventure parce que j'ai eu une deuxième vie quand je suis parti à 7. J'ai découvert un univers que j'imaginais même pas et qui en plus m'a permis de construire aussi mon après-rugby. Ah oui, effectivement, on va en parler là. Et le 7, en plus, c'est un jeu qui te correspond totalement. Avec des espaces, toi, bon, avec ta vitesse, bien entendu, ça aide beaucoup. Tu t'es a priori éclaté là-dedans, au point de devenir donc athlète olympique. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu attendais beaucoup, parce que je vois même sur les réseaux sociaux, à côté de ton nom, il y a le petit OLY. Je suppose que c'est par rapport au fait que tu es un athlète olympique. Ouais, alors le OLY, en fait, c'est l'association des athlètes olympiques qui a été relancée il n'y a pas très longtemps, qui nous a sollicité à tous les athlètes olympiques pour justement rajouter ces trois lettres à nos profils de réseaux sociaux pour valoriser le statut et puis pour aussi valoriser l'olympisme et également en vue de Paris 2024. Après, je vais être honnête, quand j'ai signé à 7, j'avais 32 ans. Jean-Claude Scrella me pose sur la table les objectifs. La Coupe du Monde 2013, je dis bon, 2013, 33 ans, ça passe. La qualif pour les JO 2015, je dis bon, 2015, 35 ans, ça peut passer. 2016 quand même, ça va piquer. Donc honnêtement, je le voulais, mais j'y croyais pas complètement. Je me disais, ça va être dur. Et en plus, quand j'arrive, je fais les tests physiques. Et là où j'étais très performant par rapport aux autres à 15, là, j'étais à la ramasse. Mais vraiment pas invité. Ouais. Donc quand tu arrives, que tu te fixes un objectif, j'avais signé un contrat de 2 ans, mais tu te files un objectif sur les 4 ans qui arrivent, tu arrives, tu fais des tests physiques, tu es à la rue par rapport aux standards, même des avant. Là tu dis, bon, soit le travail paye, soit je suis dans la merde. Tu verras le train partir sans toi. Et finalement, ça a été très dur. Parce que physiquement, le travail que l'on fait à 7 m'a mis dans des états que j'ai jamais connus à 15. Ah oui. Et le terrain aussi. Le terrain, physiquement, j'ai rarement vu le kaléidoscope quand je jouais à 15. À 7, il y a eu plusieurs fois où c'était tellement intense que tu as l'impression de regarder soit un kaléidoscope, soit à travers un diamant. Tu avais la vue un peu trouble, tellement c'était intense. Mais du coup, le travail, mois après mois, année après année, voir que finalement mes performances sur la prépa physique me faisaient remonter à niveau avec les autres, mais finalement tu commences à y croire, tu vois que tu prends un an tous les ans et que finalement tous les ans tu arrives à améliorer tes tests de vitesse, tes tests d'endurance, du coup tu crois en l'objectif qui t'a été fixé dès le départ. C'est vrai qu'athlète olympique, encore moins que le Brennus, j'y avais pensé tout au long de ma carrière. Finalement, je me demande si c'est pas en montant, en arrivant à Charles de Gaulle, quand on s'est retrouvé avec la délégation olympique, que j'ai réalisé qu'on partait pour quelque chose de particulier. Et à la sortie, sans penser que je le découvrirais comme ça,
j'ai découvert un univers que je ne soupçonnais pas du tout. Et l'esprit olympique, la famille olympique telle que c'est décrit, c'est une vérité. Et ce que j'ai découvert, c'est que les plus grands champions qui s'y trouvent, mais finalement sont comme toi, tout le monde se considère pareil, et s'il y a un seul objectif, c'est de défendre un seul drapeau, et peu importe la discipline. Et ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant, parce que je m'attendais pas à avoir une telle unité. C'est beau, tu dis ça, les auditeurs te voient pas bien sûr, mais tu as les yeux qui brillent, j'ai l'impression que tu as des frissons et tout, rien que d'en parler, c'est fantastique. Mais tu sais, il y a un moment à Rio qui me donne les frissons, même aujourd'hui, c'est au moment où on fait la cérémonie d'ouverture, qu'on avance dans le tunnel du Maracana, et on est avec tout le monde, tous les grands champions, l'équipe de France de hand avec tous leurs titres, l'équipe de France de basket, Teddy Riner devant, tous les athlètes, les joueuses de tennis, les joueurs, les judokas, enfin tous ceux qui ont pu participer parce que leur compétition était suffisamment loin de la cérémonie. On se retrouve dans le noir avec juste la lumière au bout du tunnel du Maracana. Et tout d'un coup, il y en a un on était tous là avec nos portables à filmer, prêts à rentrer dans le truc. On est arrêté. Et là, il y en a un qui lance la Marseillaise et on se met à tous chanter la Marseillaise dans un tunnel qui résonne. Oh là là. Et là, en fait, c'est le moment où tu te dis, c'est ça l'olympisme, c'est ça France Olympique, c'est ça l'équipe de France Olympique. Et là, tu rentres vraiment dans le truc. Et puis quand tu rentres dans le Maracana, là, c'est juste hallucinant. Mais ce moment dans le tunnel, dans le noir, tous ensemble à entonner la Marseillaise, je crois que c'est vraiment le moment qui me donnera des frissons toute ma vie, parce qu'on est loin du terrain, mais par contre on est tous ensemble en train de chanter notre hymne sous le même drapeau, et dans un but commun, c'est de faire briller notre nation. Et ça restera inoubliable. Bien sûr. Bon, je crois que si Tony Estanguet cherche un porte-parole pour 2024, il peut t'appeler. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis rentré avec des souvenirs, mais pas de médaille. C'est sûrement un regret, parce que finalement, c'est presque un échec dans l'aventure. Mais c'est vrai que ça donne envie de dire aux autres, allez le chercher, parce que c'est quelque chose d'unique. Mais après, peut-être que dans un an, tu seras médaillé olympique, mais d'une autre manière. Ouais, non, mais de toute façon, moi, ce qui m'importe, c'est d'être là, d'accompagner les garçons, les filles dans cette aventure, parce que ça m'a tellement marqué. Ça m'a tellement marqué que ce que j'ai envie, c'est que ne soient pas marqués, mais marquent. Et parce que j'ai eu la chance de vivre des moments de titre, des moments inoubliables, et ces moments-là, c'est vrai que ces moments-là, on a envie que les joueurs écrivent des nouvelles pages de cette discipline, pour lui donner encore plus de lumière, d'exposition et de reconnaissance, parce qu'elle le vaut. Bien sûr, parce que parlons-en, aujourd'hui, suite à ta brillante carrière à 7, tu es team manager des équipes de France à 7. Est-ce que tu peux expliquer un peu à quoi ça consiste ? En gros, le team manager, c'est la personne qui permet aux sportifs d'être déchargés de tout ce qui est administratif, logistique et organisation. Donc en gros, mon travail, c'est de permettre aux entraîneurs, aux prépas physiques, aux analystes, au manager général, de mettre tout le monde dans les conditions de la performance par tout ce qui est extra-sportif. Donc ça va d'organiser un stage à gérer toute la partie administrative, travailler avec les services communication, marketing,
service commercial, service RH, tout ce qui finalement permet aux sportifs d'être 100% orientés sur le terrain et tout ça sous le management du manager général qui est Christophe Reit et aussi sous la coupe des deux head coach des équipes de France A7 qui sont Jérôme Daré et David Courtex qui sont eux les garants du projet sportif et étant donné que le travail du team manager sert le projet sportif, je suis forcément au service de leur projet sportif. Bien sûr, tu es la plaque tournante un petit peu entre tous les services. C'est de la coordination. En fait, mon vécu de joueur fait que j'ai déjà envie d'aider à mettre les joueurs et les joueuses dans les conditions de la performance par l'extra-sportif. Parce que j'avais déjà pointé en tant que joueur certaines choses que j'aurais aimé changer si je l'avais pu. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faciliter certaines choses et ça me plaît parce que j'aime bien l'idée de rendre service au projet, de rendre service à la discipline et de lui donner plus de moyens pour exister et pour réussir dans un but bien précis. Je pense que l'objectif il est clair. Tous les 2 ans il y a une compétition majeure, il y a une Coupe du Monde, puis les Jeux Olympiques. Il faut remplir l'armoire à titre. Bien sûr. Le terrain te manque ? Non, pas plus que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, je fais des touchs et il n'y a pas très longtemps, je me suis un peu coincé le ménisque, un peu déchiré un muscle. Du coup, je me suis assez vite rendu compte que si je voulais trouver d'autres plaisirs, il fallait que je saisisse les opportunités. Du coup, en fait, le terrain me manque pas vraiment. Ce qui me manque, c'est de me défouler, de me mettre dans le rouge, de relever des défis aussi. Et d'ailleurs, c'est sûrement on en parle peut-être pas assez, mais quand on arrête, on est en manque de défis. On est en manque d'activité et il faut combler. C'est-à-dire que moi, je me retrouve assez souvent à passer la journée à un bureau devant un ordinateur. Bon, mais si dans les 24 à 48 heures qui suivent, j'ai pas l'opportunité de me mettre minable sur une course à pied ou une sortie en vélo ou une séance de muscu, je vais commencer à être pénible à la maison et du coup voyant monter la jauge, je suis rappelé à l'ordre par mon épouse et ma fille qui me disent là il serait peut-être le moment d'aller courir un petit peu. Donc ça c'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté et du coup là j'en ai pris une habitude et maintenant j'ai une addiction à l'effort physique permanent. C'est presque maladif. Ah, mais je vois tous les matins tu te fais ton petit 13-15 km de course. Ouais, mais au départ c'était ponctuel et c'est devenu récurrent et je me suis filé des objectifs parce que on est sur une application, alors soit Strava, soit Adidas Training, et finalement il y a des potes, je vois j'ai David Marty, Jean-Pierre Pérez, Jérôme Porical, Nico Durand, il y a Fred Michalak qui est dessus, il y a Cédric Emmons qui est dessus, et finalement on voit les autres faire, du coup on se dit je vais essayer de faire pareil, faire un peu mieux, lui il est en vélo, moi je suis à pied, et en fait non pas qu'on se tire la bourre, mais finalement on se maintient tous un peu en forme à travers différentes activités et c'est entraînant. Et moi en fait le problème c'est que maintenant j'ai une montre connectée et je me suis donné des objectifs quotidiens et si les objectifs sont pas atteints ça me frustre donc ça m'oblige à faire de l'activité. Et le confinement n'a pas aidé parce que j'ai beaucoup couru pendant le confinement.
Si bien que à mi-année, j'étais à plus de 1000 km de course à pied. Oh, d'accord. Et du coup, le défi que je me suis lancé il y a une semaine, c'est de faire de cette année 2020, qui devait être une année olympique, la terminer à au moins 2024 km parcourus en courant. C'est mon défi perso dont j'ai parlé à personne, mais c'est un truc que j'ai dans le coin de ma tête. Je consulte mes applications et il faut qu'au 31 décembre, j'ai passé le compteur dès 2024. Bon, ben on viendra jeter un coup d'œil à tes réseaux sociaux Bien sûr, le avec 1er plaisir. janvier. T'es aujourd'hui encore super proche des joueurs avec qui tu bosses, vu que pour la plupart tu as joué avec eux. Tu penses que c'est un gros facilitateur par rapport à ce que tu fais? Au début, non, parce que tu as tendance à pas faire la bascule joueur-staff. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a pas mal travaillé, que ce soit avec Christophe, avec Jérôme, avec David et Germain Garza de l'autre côté, sur le fait que voilà, il fallait savoir trouver sa place, parce que c'est souvent ça le plus dur. Du coup, maintenant, j'ai trouvé le bon équilibre. Je sais être proche sans trop l'être, et facilitateur, oui, parce que je les connais et je sais quelles sont leurs attentes, et je me permets aussi de leur dire les choses quand je trouve qu'ils sont pas sur le bon chemin, mais tout en gardant ma place, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les garants du projet, c'est David Courtex et Jérôme Daré, et moi je dois pas me permettre d'interférer dans la manière dont ils managent les joueurs. Je suis là pour les aider, pas pour faire ou défaire ce qu'ils construisent. Donc la proximité, elle a du bon, mais il faut qu'elle soit maîtrisée, parce que justement, il faut pas que ça nuise aux objectifs fixés par les entraîneurs en chef, quoi. À côté de tout ça, tu es également consultant sur Beansport. Donc là, tu t'occupes de la Coupe d'Europe, tout ça. Tu arrives à gérer à côté du 7? Oui, parce que en fait, c'est une aventure qui a démarré au coin d'une rue. Je sortais de chez moi, j'ai croisé Rodolphe Pires qui venait d'inscrire sa fille à la crèche. Il habitait à 3 km de chez moi. Et au coin de la rue, je lui dis j'habite ici. Il me dit moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai signé à 7. D'ailleurs, j'ai toujours eu en tête, j'y pense en te voyant, j'ai toujours eu en tête d'un jour d'être consultant. Il me dit écoute, je viens d'arriver à Beansport. Pour l'instant, on n'a pas de rugby à 15, mais dès qu'on en a, si ça t'intéresse, on peut faire un test. Un mois après, il m'appelle, il me dit on a récupéré la Ligue Celt. J'étais en Australie pour le premier tournoi de Gold Coast. Il me dit quand tu rentres, on fait un essai. C'est donc en 2012, et je rentre de Gold Coast, on fait un essai, l'aventure a démarré, ça fait maintenant 8 ans à commenter de la Ligue Celt, du championnat d'Angleterre, des tests matchs d'automne, le premier match de la tournée des Lions contre les Barbarians britanniques, et la Coupe d'Europe, où en fait je suis passé par tous les postes. J'ai commencé par commenter des matchs en cabine. J'ai eu mon premier bord de terrain qui m'a tétanisé, puisque c'était un Bayonne-Toulouse. Et j'étais chargé d'interviewer Guy Noves. Pour une première interview, c'était pas simple. Heureusement, je le connaissais, donc il m'a rendu la tâche facile. Mais c'est une aventure qui dure depuis 8 ans, où j'apprends énormément de choses. Je travaille avec des gens formidables qui vraiment me montrent une facette du rugby qui m'a permis, parce que j'étais consultant quand j'étais joueur, et ça me permettait de voir le rugby aussi un petit peu autrement, et voilà, franchement, mon aventure Beansport, c'est vraiment une récréation pour moi, parce que je prends du plaisir, que je suis pas bridé dans mes prises de parole. J'aime bien rire, j'aime bien
sortir des choses un peu marrantes. Alors des fois ça peut agacer les gens, ça peut. Non, c'est Mais rafraîchissant, ça fait je du vais être bien. très sincère. La vie que j'ai m'a fait traverser des épreuves parfois dramatiques. Et du coup, ça donne un sens à la vie où on se dit à quoi bon se prendre trop au sérieux, à quoi bon être, être trop strict dans quelque chose qui vaut pas forcément le coup d'être hyper strict. On peut être précis, on peut être technique sans forcément être d'une droiture exemplaire et de et être froid dans ses prises de parole. Moi c'est naturel. J'ai la chance de commenter avec des gens qui me permettent de le commenter un peu comme si j'étais chez moi et que j'avais envie de passer un bon moment avec les gens qui aiment le même sport que moi. Donc c'est un peu comme ça que j'aborde les choses. Et depuis 8 ans, on me l'autorise. On m'autorise à passer de très bons moments en dehors des terrains, sur le terrain, au bord du terrain. Là maintenant, je suis remonté aux commentaires avec Rodolphe depuis un an, depuis que Dimitri est parti. Donc voilà, j'endosse un peu plusieurs rôles, mais c'est vraiment... je suis toujours de près ou de loin, je suis dans le rugby et le rugby c'est ma passion. Donc tant que je reste dans ma passion, que ce soit team service manager, que ce soit consultant rugby, que ce soit je ne sais quoi, tant que l'accès au stade m'est permis, je vis une belle aventure. Ben, tu me parles du rugby à fond, donc que ce soit en tant que team manager, que commentateur, mais tu l'expliques aussi, tu as une épouse et une fille, tu trouves du temps pour les voir, comment ça se passe? Mais j'ai une fille qui a 16 ans, donc qui m'a toujours connu dans le milieu professionnel et mon épouse me connaît depuis l'âge de 18 ans puisque ça fait 18 ans qu'on est mariés. Mon épouse déjà, elle m'a connu, je travaillais dans les travaux paysagers, donc j'étais rien quoi. J'étais un petit bonhomme qui aimait la vie et qui faisait un peu de rugby. Elle a vu toute la progression, elle m'a accompagné. Elle a un rôle essentiel dans toute ma carrière parce que les bonnes décisions, c'est grâce à elle que je les ai prises. Tous les choix que j'ai faits, il n'y a aucun choix que j'ai fait sans sa validation et parfois j'aurais fait des mauvais choix si j'avais pas suivi ses recommandations. Et ma fille, elle a toujours connu son père dans le rugby. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que elles ont longtemps été dans l'attente d'eux. Aujourd'hui, même si le rugby est terminé, elles attendent toujours. Mais c'est pas facile d'être femme d'eux ou fille d'eux parce que justement, il y a une forme d'absence qu'il faut combler. Et moi, le rugby est une telle passion que je pense, suffisamment pénible à la maison avec le rugby. Alors j'ai appris à couper avec le rugby. C'est pas toujours facile, mais je l'ai fait. Après, je pense que c'est aussi, ça fait partie de nos vies, donc c'est quelque chose qui est accepté, qui est validé. Si demain ils me disent bon écoute, stop, maintenant il faut que tu arrêtes. Ce qui n'arrivera pas, je le pense, parce qu'on s'est toujours donné la liberté de vivre nos passions. Mais c'est vrai que elle serait en droit de dire, de le demander, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce que j'ai fait, dans ma vie. J'ai réussi parce que j'étais pas tout seul
et dans les bons et les mauvais moments, parce qu'elles m'ont vu. Enfin, je veux dire, quand tu rentres à la maison que tu as perdu, c'est elles, hein, qui prennent l'humeur du moment. Donc voilà, j'arrive à leur accorder du temps. J'essaye de leur en accorder le plus possible, sûrement pas assez. Mais en tout cas, tout ça n'existe que parce que elles sont à mes côtés. Mais notre échange touche à sa fin. Si tu pouvais reparler au petit Julien, qu'est-ce que tu lui dirais ? Il n'y a pas grand-chose que je regrette. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait, parce que je pars du principe que ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Je lui dirais d'être un peu plus sérieux à l'école, parce qu'à 40 ans, enfin un peu moins même, courir après un niveau d'études, parce que on réalise trop tard que si on avait été un peu plus sérieux, on aurait pu faire ça bien plus tôt et se débarrasser de quelque chose qui finalement te plombe, parce que c'est quelque chose qui un temps dans ma vie m'a plombé, de me dire t'es con, t'aurais pu donner un peu plus, ça t'aurait permis de faire, enfin en tout cas de pas avoir ce poids j'ai été léger dans ma construction scolaire, et voilà. Maintenant, je le regrette pas. Parce que finalement j'ai eu une carrière pro avec un métier en main, et que pendant ma carrière ça m'a jamais perturbé de me dire, si demain mon contrat s'arrête ou ma carrière s'arrête, je me retrouve pas sans rien parce que j'avais un métier en main. Mais non, je lui dirais, tu verras, tu vas aller de surprise en surprise, et ça va durer, je l'espère, jusqu'au bout de ta vie. Ah, mais c'est tout le mal que je te souhaite. Il y a une question qui se rapporte au nom du podcast et que je pose à chaque invité. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate ? À quoi je voudrais bien mettre une cravate ? Il y a tellement de choses qui m'exaspèrent. Bref, la cravate, j'ai vraiment envie de la mettre au manque de respect. Mais le respect dans son ensemble, il y a le manque de respect des institutions, le manque de respect des anciens, le manque de respect des règles. Tout ça, c'est des choses qui plombent un petit peu la société, qui plombent le sport, qui plombent pas mal de choses. Et je pense que si on était un peu plus respectueux des règles, même si parfois les règles qui sont en vigueur sont pas forcément sont contestables, il n'empêche que si sur un terrain de rugby chacun jouait avec sa règle, ce sport n'existerait pas. Et la vie, c'est pareil. Il y a des règles, elles sont bonnes, elles sont mauvaises. Essayons de les appliquer, on verra après si elles fonctionnent ou pas. Donc je mets un gros coup de cravate au respect des règles. Ouais, je pense que ça c'est dit. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain podcast ? Il faudrait que tu invites Je vois le petit sourire là. Non, mais je voudrais pas piéger quelqu'un. Il n'y a pas de piège quoi qu'il en soit. Non. Il faudrait que tu invites Nicolas Durand. Superbe neuf. Voilà, Nicolas Durand, parce qu'en fait Nicolas Durand, il y a une histoire entre nous. C'est que il était Réchelle au Stade Toulousain, j'étais un espoir, je jouais à l'aile. Et Guy Noves pensait que j'étais un demi de mêlée. Et du coup, il m'avait fait jouer quelques matchs amicaux à la mêlée, sauf qu'il y avait Nicolas Durand. Ça a pas... mon passage à la mêlée n'a pas été très flamboyant, mais je pense que quand Nicolas Durand a vu qu'on en était à essayer de me faire jouer à la mêlée, il avait été un peu dégoûté, et du coup il était parti à Béziers. Et c'est un truc dont on parle très souvent, parce que finalement ça a été
un formidable demi-mêlée, un joueur déjà en cadet, c'était un joueur avec un talent incroyable et vu la longévité et sa réussite tout au long de sa carrière, c'est un mec qui aurait jamais dû me voir en travers de sa route, et même moi j'ai honte d'y avoir été, donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a des valeurs que je partage, et qui est d'une certaine humilité, et ça, c'est ce que j'aime aussi chez lui. Au final, vous avez porté le Brennus ensemble, donc c'est beau. Ouais, voilà, ça a mis fin à un litige qui n'en était pas un. Bien sûr. Bon, l'invitation est lancée pour Nicolas Durand alors. Julien, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps pour qu'on échange ensemble. Merci beaucoup. C'était un super moment. En plus, tu as réussi à rester un petit peu sérieux malgré les facéties de tes camarades qui passaient à gauche à droite. C'est pas facile parce qu'il n'y a que des gens déstabilisants autour de moi. Logiquement, j'ai le col de portée à monter maintenant. Avant la tombée de la nuit, donc voilà, c'est des conditions de préparation qui sont apaisantes. Maintenant, le plus dur est à venir. Les doigts dans le nez, le col de portée. Ouais, les mains sur le guidon d'abord. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Très bientôt. Ciao. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.